la maison Norac, enfin on dirait la maison Norac, poète de père en fils depuis 1934. On peut Oui. dire ça? Oui, oui, c'est quelque chose que je mets maintenant dans mes biographies. Oui. C'est une façon de célébrer la naissance de mon père, Oui. qui est Pierre Coran, Pierre Coran. et qui D'où m'a donné... l'anagramme que vous avez choisi entre votre nom, Norac, et celui de... Voilà, un jour j'ai fait peut-être cette bêtise de mélanger les lettres du pseudonyme de mon père, qui lui a pris le pseudonyme du premier héros du premier polar Oui. qu'il a écrit et qu'il a trucidé à la fin de son roman, donc il lui a pris un peu son identité. Et moi un jour je me suis mis par l'amour des mots à essayer de mélanger les lettres. Alors, j'aurais pu tomber sur des choses plus étranges. Voilà, vous avez dit même avec ce qui vous caractérise que ça aurait pu donner Connard sans des... Oui, ou Arnock. Ou Caron comme Leslie, la nageuse. Voilà, oui, c'est le nom de Beaumarchais aussi, donc il y a de belles références sur Caron. Mais Norac, c'est un nom qui n'a pas beaucoup de connotations. Si, ça fait penser qu'on pourrait publier aux éditions du Norrois, par exemple. On ne ferait pas de Norac. Mais j'ai eu un carnet de Montréal publié. Un carnet de Montréal publié là-bas. Oui. Et j'ai pensé, quand je l'ai lu, l'édition du Norac, car Norrois. En fait, on va voir ça aussi. Alors oui, justement, Pierre Coran, un mot. Oui, alors bon, mon père a toujours écrit de la poésie, donc moi quand j'étais petit gamin, ce qui me fascinait dans l'écriture, que je ne pouvais pas encore lire, c'était le geste. Mon père est quelqu'un qui a une très belle écriture et qui écrit très patiemment. Donc moi je l'observais. Il y a un graphe, vous voulez dire. Voilà, j'observais la main qui écrit avant même que le langage puisse naître en moi. Et je pense que c'est comme ça que j'ai voulu devenir écrivain, d'abord en regardant ce geste-là. Pour être comme papa, quoi. Oui, il y avait de ça, puisque il a une large épaule sur laquelle j'essayais de monter pour voir ce qu'il écrivait, sachant qu'il écrivait déjà de la poésie pour la jeunesse, et qu'il aimait bien m'envoyer promener. Il aimait bien me dire, va faire un tour. Puis j'allais faire un tour, peut-être pour déjà inventer mes premiers poèmes. Le fait est aussi que j'ai vécu dans une cité populaire la moitié de l'enfance, et ensuite il a eu l'idée d'aller habiter au milieu d'une forêt. Donc, et là, en tant que fils unique, j'avais besoin d'un peu combler une sorte de vide, et les mots sont arrivés à point nommé, les livres, pour combler tout ça. Alors, vous faites aussi de la littérature pour la jeunesse, hein, ce qui n'est pas quelque chose d'alimentaire seulement, qui est vraiment un goût pour le faire. Qu'est-ce que c'est que faire de la littérature pour la jeunesse et en quoi ça vous différencie de celle de votre père, par exemple? Ben, on a toujours été assez différents à mesure où lui a toujours écrit plutôt de la prose pour adultes et de la poésie pour enfants. Moi, c'est l'inverse, c'est plutôt de la poésie pour adultes et de la prose pour les enfants. Donc on s'est un peu croisés, c'est un peu les lectures croisées. Hein, mais moi, je n'ai jamais vraiment séparé les deux domaines. Parce que, étant donné que j'écris des textes pour les albums, c'est-à-dire des textes qui sont très courts, il y a un peu la même impulsion que dans un poème. On a l'impression qu'une petite partie vous est donnée et que c'est un mouvement assez rapide, un petit mouvement chorégraphique qui est assez rapide. Et quand j'écris pour les enfants, ça naît à peu près de la même manière. Sinon que le poème est plus nocturne et la prose pour enfants plus diurne. Mais sinon, je ne fais pas vraiment de séparation. Et j'essaie d'ailleurs de rapprocher peu à peu ma poésie de mes livres pour enfants, c'est-à-dire en la simplifiant. Et d'autre part, d'approfondir un petit peu ce que je peux essayer de donner aux enfants. Je vous citerai tantôt comme poète. Je sais, poète, il faut sabrer, chercher le cœur de l'artichaut ou de la perle. Sabrer. Hein. Mais revenons à ce sabrage, justement. Comment ça se passe concrètement? On remet quelques pages à un éditeur et puis un illustrateur intervient qui choisit ce texte-là pour y mettre ses dessins, ses aquarelles, peut-être, que sais-je. Comment ça se passe? Mais alors, j'ai de la chance chez Pastel à l'École des loisirs. C'est un des seuls éditeurs qui permet de choisir son illustrateur. Donc, je peux rêver dans le style de quelqu'un mon texte. Hein, mais moi, ce qui me plaît surtout dans la littérature pour la jeunesse, c'est l'album. Parce que c'est la rencontre de deux imaginaires. C'est la petite alchimie entre l'image mentale d'un conte et ce qu'un artiste graphique va pouvoir y mettre. Je ne suis pas du tout intéressé par le roman pour la jeunesse, par exemple. Moi, j'aime bien essayer de projeter des images et puis de voir ce qu'un artiste graphique peut trouver, peut en faire.
Et je suis toujours surpris, évidemment. Les premiers livres, j'étais un peu déçu parce que j'avais envie de pouvoir ouvrir la petite cage et de montrer directement les images telles que je les voyais. Mais j'ai trouvé vraiment un autre regard, parfois très surprenant. Et c'est ça qui me fascine dans le livre pour la jeunesse. Une autre lecture. Quand j'écris pour les enfants, je puise dans l'enfance, hein, parce que je pense qu'on ne peut pas puiser ailleurs que dans sa propre enfance. C'est pour ça qu'il y a certains de mes livres pour enfants qui sont assez réjouissants, puisque j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Et quand j'écris pour les adultes, évidemment, je puise dans l'adolescence. Et à l'adolescence, autant j'ai aimé Rimbaud et Verlaine et Baudelaire, autant Mallarmé m'a complètement fasciné, c'est sûr. Et ensuite, il y a eu le passage de Michaud, mais aussi le passage de René Char. C'est un peu votre génération, ça, qui s'en Voilà. réfère. Le Fram, par exemple, ce groupe dans lequel vous travaillez, avec Karel Logiste, avec Deleuve, Sannen aussi peut-être, et quelques autres, enfin, les Liégeois, dirons-nous. La nouvelle école liégeoise, en fait, qui doit quelque chose à Isoard, hein, au sommet, certainement, eh bien, se réclame très fort du Michaud. Mais quel Michaud, en fait? Parce qu'on vient de voir avec la biographie de Michaud qu'il y a deux Michauds. Il y a un Michaud qui est resté complètement belge, c'est le Michaud du début, de Qui je fus, de La nuit remue, hein, qui n'hésite pas à utiliser des expressions comme rouf rouf à la rouffarde. Oui, il dit ça. Oui. Du Namurois presque, en fait. Et puis il y a le Michaud qui commence à faire ses expériences beaucoup plus rationnelles peut-être. Oui, peut-être. Bon, moi j'ai été fasciné par tous les Michauds. Hein, le premier que j'ai découvert, c'est l'écrivain de la drogue, puisqu'à l'adolescence, je me suis beaucoup questionné sur ce sujet-là. Donc j'ai commencé par Misérable Miracle, qui n'est pas peut-être le premier livre à lire de Michaud. Et ensuite, moi j'ai été fasciné aussi par ces petites proses qui ont l'air plus sages, en tout cas sur l'expression. On pense même à l'excellent étudiant des écoles jésuites de Namur qu'il a été, dans cette sorte de précision, mais où il y a toujours dans le sens quelque chose de perverti dans le bon sens du terme. J'aime bien des textes parfois chez Michaud qui ont l'air assez raisonnables mais qui ne le sont pas du tout, parce qu'on sent derrière quelque chose qui vibre différemment. On sent un profond décalage. Ce Michaud-là m'a toujours beaucoup intéressé aussi. Son sens de l'aphorisme aussi, qui est un petit peu ce qui m'a aussi fasciné par la suite chez René Char. Sachant que René Char, c'est un grand écrivain, mais c'est la vouivre littéraire. C'est-à-dire c'est quelqu'un, si on y entre trop, il vous bouffe. Hein, il vous suce jusqu'à la moelle. Et moi, j'ai eu besoin d'ailleurs à un moment de prendre des distances. Et c'est un peu grâce à un poète flamand qui s'appelle Léonard Nolens, qui lui a lu, qui a lu avec son regard flamand ma poésie francophone, et qui m'a dit René Char, faut t'en débarrasser maintenant. Et il m'a conseillé une cure d'Apollinaire, un peu comme un médecin qui vous ferait une petite ordonnance. Et effectivement, c'était pas pour alcool, non, quand même? Une cure d'alcool. Une petite cure de calligramme pour se remettre les choses en place. Et effectivement, je suis retourné à des choses plus fondamentales. Et ma poésie, ces dernières années, s'est fortement métamorphosée. Je suis revenu à une poésie en vers. Et moi, ce qui me fascinait, c'était les petites proses très ramassées sur elles-mêmes, où on cherche un peu l'effet aphoristique. Et cette hésitation entre prose et poésie, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mélanger aussi la part de narration. Mais j'ai eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de ce petit tas de mots, de ces petites collections de cailloux. Et j'ai envie maintenant de passer à autre chose. Ça s'appelait Éloge de la patience d'un côté. Oui. Ça faisait penser un peu à la ralentie de Michaud, justement. Ah, la ralentie de Michaud est un de mes textes préférés parce que j'y pense presque journellement. Hein, par exemple, quand je suis dans un métro ou un tram, hein, les gens qui vivent dans leurs souliers, il y a quelque chose dans la ralentie de Michaud, dans cette sorte d'introversion du personnage qu'on décrit, et quelque chose qui est éminemment humain et quotidien. On ne va pas quitter le métro. Dans le métro, vous voyez les gens qui l'empruntent comme vous, les mêmes rames en fait. Et puis vous les décrivez un peu comme dans la chambre au miroir de Nouget, en fait. Sauf que lui, il est déshabillé. On ne sait jamais s'il est voyeur, s'il est médecin, s'il est un knock de village, ou bien un pervers de première dans un cabinet de docteur Cagliari. Mais en fait, les gens arrivent et ça sent l'aisselle, ça sent le mamelon, ça sent la pauvreté et la dérision en même temps.
enfin l'humanité, quoi. Et vous, non, c'est pas ça, vous voyez des gens qui sont habillés. Non, Mais c'est vrai, au moment où j'ai commencé ce projet, j'ai pensé à Nouget. Hum. Mais je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas ces lunettes magiques qui permettent de déshabiller les dames dans la rue, même si je revendique le côté voyeur de ce genre de livre, sachant que la curiosité est une bien belle qualité, quoi. Mais je pense que ça nous appartient tous de savoir que quelqu'un en face de nous, on se demande qui il est, d'où il vient, où il va, et puis qu'il est dans la vie aussi peut-être. On gamberge un peu, on rêve aussi. Hein. Oui, alors le projet était de décrire la femme la plus proche de moi, parce que si on l'a choisi, évidemment, c'est un autre projet. Et la chose amusante, parce que ce livre est paru il y a 2 mois à peine, Tu s'appelais comment? qui s'appelle Métropolitaine, Métropolitaine, oui. donc des portraits de passantes du métro. Et il y a une dame qui m'a envoyé une lettre la semaine dernière et qui me dit: Monsieur, je crois que je suis la dame de la page 67. Alors je me dis, il y a 120 dames dans ce livre. C'est assez curieux de recevoir une lettre de quelqu'un qui s'est reconnu, ou qui a pensé se reconnaître dans ces petites photographies verbales. Voilà, elle n'a pas dit la page 69. Non, c'était dans un métro. Un autre courrier. Dans un métro, c'est un peu compliqué. Alors, Karl, il y a l'éloge de la patience et il y a surtout l'éloge de la candeur aussi. Une revendication de la candeur. Finalement, de l'innocence, en quelque sorte, qui permet tout. Mais le mot candeur, physiquement, m'a toujours beaucoup plu. C'est aussi le Candide de Voltaire. Voilà, et c'est vrai que la candeur, autrefois, était plutôt, d'ailleurs, synonyme d'une forme de franchise qu'une forme de naïveté. Donc le mot s'est un petit peu appauvri, et maintenant un candide et un naïf sont un peu confondus, alors que c'est pas du tout la même chose. Le naïf est un petit peu passif, est un petit peu la victime des événements. Et le candide, c'est celui qui n'en pense pas moins, qui a une forme de lucidité, mais qui essaie toujours d'aborder les choses avec une sorte de blancheur. Et je pense que dans la vie où on vit, il faut avoir un petit peu cette attitude-là. Et pour moi, le candide peut tout à fait être quelqu'un d'assez emporté. Le naïf, pour moi, est quelqu'un qui serait un petit peu introverti, et le candide pourrait être un personnage assez remuant, finalement. Oui, mais ce qui ne serait pas non plus, fait pas penser aussi à ce portrait de Watteau de l'indifférent. C'est-à-dire qu'il ne prend plus position. Est-ce que ce n'est pas peut-être une attitude de poète que de dire non, vous savez, l'engagement ceci, c'est pas mon problème en fait. Oui, alors il y a d'une part l'engagement. Pour moi, ce ne serait pas du tout l'indifférence. Ce serait plutôt une forme de détachement. Pour le moment, je suis fasciné par les vieux poètes chinois, notamment un dont le recueil s'intitule Le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise. Et moi, j'aime bien les gens qui n'en font qu'à leur guise. Et ce serait un peu ça la définition. Parlez-nous un peu de votre anglophilie quand même. Je crois qu'elle est... Bah, c'est étrange, disons que pour moi, c'est toujours été une particularité qui est peut-être un petit peu belge. Il est sûr que, par exemple, les groupes de rock ont été connus très souvent chez nous avant d'être connus en France. La poésie anglaise est très traduite dans le monde entier, très peu à Paris. Donc il y a vraiment un problème entre la France et l'Angleterre qui est assez différent chez nous, peut-être parce qu'on est à la frontière germanique. J'ai remarqué que beaucoup de poètes belges de ma génération ont été voir un peu chez les Anglais comment ça se passait, pour le peu qu'on puisse évidemment en lire. Quelqu'un comme Ted Hughes, par exemple, a été important dans mes lectures, ou un autre poète qui s'appelle Philippe Larkin. Oden aussi. Oden aussi, oui. Ouais. Oden a écrit depuis Bruxelles. Il écrit sur Bruxelles aussi. Oui. Oui, cette poésie-là, enfin, bon, c'est vrai que j'ai toujours eu une attirance particulière vers la face anglaise des choses. Et alors, deux questions aussi. Dans une interview, vous dites que, on sait que votre poésie est concrète, charnelle, sensuelle, et vous dites, pour écrire, bon, il faut que je parte de moi, de mon corps, de ma vie, de mon quotidien. Et vous répondez à cette... enfin, vous affirmez cela, et puis vous dites, ça peut paraître égocentrique, mais plus on touche quelque chose qui est intime, plus on touche les gens en profondeur, et davantage de gens, sans aucun doute. Oui, c'est ça que j'ai remarqué, c'est-à-dire que une poésie qui dit je, à un moment, était très mal vue, dans le sens que bon, ça pouvait être considéré comme un cliché, mais aussi comme quelqu'un contemplant son nombril comme une petite mare dans laquelle il se reflète.
Bon, mais je pense que se mettre à nu dans un poème est une façon parfois de pouvoir toucher un lecteur ou une lectrice éventuellement, parce qu'il y a quelque chose qui va être vrai de ce qu'on a pu sortir de soi. J'ai vraiment l'impression que mes poèmes les plus impudiques par rapport à moi-même restent parfois pudiques dans l'œil de l'autre, mais font passer quelque chose peut-être.